Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cet enregistrement est notre sixième rendez-vous. Un sixième épisode pour un virus et des hommes. Nous venons d'entrer dans le mois de juillet. L'été nous réchauffe, mais aurions-nous imaginé nous retrouver pour la sixième fois au moment où nous avons lancé ce rendez-vous au début du printemps, au lendemain du confinement? Et d'ailleurs, comment allez-vous? Mais vraiment, sans répondre de façon automatique ou machinale comme nous avons tendance à le faire trop souvent ou comme nous avions tendance à le faire avant. La fatigue s'est-elle emparée de vous? Comment rester heureux, serein, dans l'incertitude absolue quand l'imprévisible devient la règle, le quotidien? Oui, les choses changent et nous ne comprenons pas tout. Un virus et des hommes nous invite donc à nous arrêter une heure, à croiser nos regards et à scruter l'horizon grâce aux lunettes, aux jumelles, voire au télescope intellectuel affûté de nos trois experts membres du réseau APM, l'association Progrès du Management. Qu'est-ce qui change? Quel en est le sens? Et où allons-nous demain? Anne-France Véry, Thierry Vatelet et Patrick Bauduin poursuivent leur analyse fine, leur veille permanente et la partagent pour nous ce midi. Alors, des illustrations, bien sûr, toujours sélectionnées avec soin et précision par Patrick. Merci à lui. Et vous êtes bien sûr invité aussi à participer durant cet enregistrement. La conversation est grande ouverte dans le chat. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous partagez cette impression de déjà-vu, mais assortie du sentiment que ce n'est pas exactement comme avant, voire même pas du tout, bien que cela y ressemble beaucoup, Thierry? Oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que tout ce que j'observe autour de moi, beaucoup en tous les cas, je l'ai déjà vu quelque part. J'ai l'impression pour une part que ce que je vis est une esquisse d'un monde déjà vécu. Voici un premier exemple. C'était quand la dernière fois que vous avez vu une traînée blanche dans le ciel pour vous dire qu'un avion partait, qu'il arrivait ou qu'il passait? Eh bien avant, là où j'habitais, le ciel était zébré de passages d'avions. Et puis, il est redevenu immaculé, ce ciel. Ça, c'était pendant le confinement. Aujourd'hui, l'aviation ne sera plus jamais comme avant. Des lignes ont été supprimées à tout jamais. Les TGV vont les remplacer. L'A380, pour qui on avait parfois aménagé les pistes dans le monde entier, tant il était gros, boursouflé, il arrête de se reproduire. Et au même moment, les grands de l'aéronautique en Europe promettent un avion à hydrogène pour 2035. C'est un délai très court, aussi court que le programme Apollo qui a emmené le premier homme sur la Lune. Ce monde, avec une aviation repensée, a éclos pendant le confinement. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce monde quelque part. C'est un monde avec des vélos partout, avec leurs accessoires, des sacoches, des remorques cabriolets pour des enfants, avec des batteries électriques. Ce monde-là, il existe depuis longtemps. Il suffit d'aller en Hollande, il suffit d'aller dans les Flandres belges, ou bien au Danemark, au feu vert, au Carrefour. Ce sont des pelotons de vélos qui s'élancent. Et derrière, il y a quelques voitures. Eh bien, Paris et sa banlieue s'équipent, roulent. Même chose dans les grandes villes. Le vélo fait enfin le Tour de France. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ce monde quelque part, mais une partie de ce monde, c'était il y a bien longtemps, c'était dans les années 70, exactement dans l'année 1973, premier choc pétrolier. C'était un monde avec beaucoup de moins de pétrole, un monde avec même des week-ends sans voiture. Qui l'aurait imaginé? Le secteur du pétrole aujourd'hui désinvesti à tour de bras. On en consomme beaucoup moins et les prix restent pourtant très bas, comme si c'était une matière dont personne ne veut plus, mais qu'on utilise encore en attendant mieux. Je me dis qu'on n'est peut-être pas en train de tout rater. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ramande le monde avec des aiguilles de notre passé préféré. On prend des moments d'exception et on tente d'en faire la règle. C'était une esquisse et on va peindre le tableau. C'est maintenant qu'il faut se mettre à l'ouvrage. Alors, à vos pinceaux, un tableau à peindre, merci Thierry, qui pourrait bien représenter une forme d'entracte. L'entracte, c'est le ressenti et le mot choisi par Anne-France, pour qui juillet sonne bien sûr le retour des vacances et une période de repos particulièrement bienvenue pour apaiser l'orage émotionnel qui nous a tous traversés, Anne-France. Oui, Cécile, ce qui change, c'est que nous entrons dans le mois de juillet, le repère du mot vacances, comme tu le dis. Certains sont juilletistes, c'est plutôt belge. D'autres sont haussiens, c'est plutôt français. Mais une chose est sûre,
c'est que c'est une période où l'on se met sur pause. C'est le sentiment que j'ai vraiment par rapport au virus. Nous voilà à l'entracte. Les médias, les politiques, le micro-trottoir, les enseignants en parlent avec des mots qui rimeront avec rentrée, reprise, deuxième vague à l'automne. La phase 4, survenue ces derniers jours, ouvre les portes de la culture, du tourisme. L'entracte de juillet-août a un goût de repos bien mérité, un repos émotionnel. On commence à s'habituer. Dans la courbe bien connue du changement du docteur Elisabeth Kübler-Ross, on peut observer que nous arrivons petit à petit à l'acceptation. Nous laissons derrière nous le choc, le déni, la colère, les vallées de larmes, mais ne confondons pas acceptation avec résignation. Car dans la courbe, la bonne nouvelle, c'est qu'après l'acceptation, nous remontons vers le renouveau. Et c'est à ce chemin-là qu'il est bon de nous intéresser. Alors, certains ont été précurseurs, ont traversé la courbe à un rythme de marathonien, mais inspirons-nous d'eux, tout en nous déculpabilisant si nous n'y sommes pas encore. Prenons-les comme guides. Regardez autour de vous. Qui sont-ils? Peut-être étaient-ils déjà prêts pour affronter cette crise. Peu importe. Je propose que durant ces 2 mois, les experts soient chacun de nous. À nous de jouer pour tirer nos conclusions sur ce que nous avons découvert de nous-mêmes. Je vous invite à penser à notre style de vie avec le virus, avec le télétravail, avec des habitudes à délaisser, avec de nouvelles à inventer. Un de mes guides ces derniers jours, c'est la culture. La voici enfin de retour sous les projecteurs. Ça nous fait du bien parce que nous avons l'occasion de pouvoir nous imprégner des messages de créativité et d'espérance que les artistes ont le talent d'offrir. À l'Opéra de Barcelone, le 22 juin, les lumières s'allument, le rideau se lève et un quatuor à cordes commence à jouer devant 2292 invités. Ficus palmier, 2292 plantes occupaient le parterre, l'amphithéâtre, les 3 étages de balcon de l'emblématique salle barcelonaise, le vert contrastant avec le rouge des fauteuils et l'or des colonnes. Imaginé par l'artiste Eugenio Ampudia, ce spectacle avait pour but d'inviter les êtres humains à réfléchir à la durabilité et à leur relation avec la nature. L'idée lui est venue, pendant le confinement, en écoutant le chant des oiseaux plus fort que jamais et en voyant les plantes près de sa maison pousser vigoureusement. Il nous dit dans une conférence de presse, « Je me suis dit, pourquoi ne pas entrer dans le liceux comme des mauvaises herbes, le coloniser et que la nature commence à pousser partout afin de le transformer en quelque chose de vivant, même quand il n'y a personne. » Et nous dit-il, après le concert, toutes les plantes seront données à des professionnels de la santé qui ont lutté ces derniers mois contre le nouveau coronavirus qui a tué plus de 28 300 personnes en Espagne. Et après des mois de silence, l'emblématique théâtre a repris son activité avec une métaphore des mois de confinement durant lesquels la nature a repris ses droits. Moi, je me dis quelle force dans ce message. Devenons holistiques, interreliés, pour quitter les pièges des égos des hommes qui sont venus occuper le monde et non en prendre soin. Et précisément, merci Anne-France, en quoi le consommateur, la consommatrice qui sommeille au fond de nous, devient holistique lui aussi, dans nos choix, dans les requêtes, dans les envies, dans la façon aussi de remettre en cause nos habitudes. Patrick, est-ce qu'on assisterait à un entracte économique? Entracte économique, peut-être. En effet, le moment est curieux, celui qu'on vit maintenant dans ce début du mois de juillet. En fait, on sort de 8 semaines de confinement, 7 semaines de déconfinement, mais aussi 30 000 morts plus tard en France. On se regarde de moins en moins masqués, comme si le Covid-19 avait fait était parti en vacances, en fait. Alors qu'ailleurs, il faut bien le dire, sur la planète, le virus continue son parcours un peu macabre. Les masques tombent, disais-je, et les entreprises dans tout ça, c'est la question, parce que c'est la grande interrogation devant des consommateurs qui, en fait,
On le voit depuis quelques semaines, ils hésitent. On les voit papillonner dans les jardineries, on les voit papillonner dans les bricots, mais bien moins que prévu dans les boutiques de vêtements. Ben, parlons chiffon, justement. Zara annonce la fermeture de 1200 boutiques et un chiffre d'affaires pour la première fois de son existence en berne. C'est sûr que le e-commerce du confinement, avec sa transparence de prix, sa livraison gratuite, est passé par là. Mais quand on sait que la surface des boutiques de fringues a doublé dans le monde ces 10 dernières années, on peut deviner la catastrophe à venir. En fait, on prévoit aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, 100 000 fermetures de magasins dans les 5 ans qui viennent. Et d'ailleurs, Gap l'a très bien compris puisqu'ils annoncent déjà leur intention de réduire significativement leur réseau de boutiques. Est-ce que ça veut dire que les magasins de vêtements vont disparaître? Pas nécessairement, mais les magasins de vêtements ne sont pas aussi rentables qu'ils l'ont été dans le passé. L'autre point que j'observe, c'est ce nouveau rapport qu'on a à la nourriture. En fait, il y a quelque chose qui a l'air de s'implanter à la sortie du déconfinement qui est un petit peu particulier. On serait devenu un peu moins gaspilleur. Une personne sur 3 a moins gaspillé. Et chez les 35-44, d'ailleurs, ça monte à 43%. C'est comme si on avait commencé à vider nos placards. Et quand on sait que le gaspillage alimentaire représente à peu près 8% des gaz à effet de serre, on ne peut qu'apprécier évidemment cette tendance plutôt positive. À suivre donc. Mais parler de nourriture, c'est aussi revenir sur cette découverte du local. Près de la moitié des consommateurs s'attendent aujourd'hui à ce que la grande distribution, qui, elle, a fait un peu, si je puis dire, les choux gras du local pendant le confinement, n'abandonne pas ces nouvelles habitudes et favorise circuits courts et produits locaux. Et 2 tiers des seniors les attendent d'ailleurs un peu au tournant. À voir donc sur la suite. Enfin, si on observe d'un peu plus près ce rapport à l'alimentaire, c'est intéressant d'aller jeter un œil sur YouTube. Et en fait, sur YouTube, j'ai été voir un petit peu les requêtes, les requêtes les plus importantes. Imaginez, recette de cuisine, plus 200%. Perdre du gras, plus 127%. Le jeûne, pas être jeune, mais le jeûne intermittent, plus 82%. Et le sport à la maison, alors on s'accroche, plus 966%. En fait, toutes ces recherches Internet se retrouvent sous l'ombrelle fait à la maison, qui a connu d'ailleurs un joli plus 400%. Et là, on retrouve aussi bien faire son pain que développer un petit potager ou mieux dormir. Pas de doute, on a affaire ici à un consommateur solidement bousculé, mais qui cherche de la réassurance, qui cherche de la consolation. Pour preuve, les recherches de vidéos drôles et d'animaux qui ont toujours existé, elles étaient en hausse de 50%. Donc devant ce client pour le moins troublé, la vraie question, c'est quelle peut être la place des marques, le discours des entreprises. Ce sont des questions délicates. Pour l'instant, en tout cas, je n'en vois pas tout à fait les réponses. Merci pour ces questions et ces pistes de réflexion que vous lancez tous les trois et que tu viens de lancer, Patrick, en particulier, sur cette notion de frugalité. Finalement, c'est ça. Est-ce qu'on est entré dans un monde frugal et que ce n'est pas forcément synonyme de tristesse est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle finalement? En tout cas, pour la frugalité, il est clair qu'elle est là pour l'instant. C'est une frugalité, je dirais, dirigée par la prudence. Les gens sont quand même inquiets, c'est le début des vacances, mais le mois de septembre, il est loin, mais il n'est pas nécessairement assuré de lendemain qui chante. On parle de deuxième vague déjà dans certains pays. Donc, je parle que c'est une frugalité qui est nourrie par cette inquiétude a priori sur ce que va être notre automne. Donc, et je l'ai déjà évoqué précédemment, les changements de comportement ne se font que dans la durée. Donc, c'est le fait que la Covid-19 est là pour rester et nous accompagner sans doute encore l'hiver qui vient, ça peut amener en effet des comportements de frugalité qui s'installent dans le temps. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires, vos réactions. Peut-être que Thierry, Anne-France, vous avez envie de dire un mot sur cette notion de frugalité, peut-être. Oui, pour moi, la frugalité, c'est d'ailleurs un des axes que préconise Marc Alévi dans son expertise sur traverser la crise. Et cette frugalité, je pense que justement, elle est bien au rendez-vous de cet été. Parce que cet été, la frugalité va rimer avec la simplicité. Nous ne pourrons plus nous lancer dans des projets grandioses, dans des envies juste démesurées. On va peut-être juste prendre rendez-vous avec cette simplicité de redécouvrir des paysages près de chez nous,
de redécouvrir le fait de se réunir tout simplement en famille avec quelques amis sans pouvoir malheureusement ou heureusement démarrer des grands événements. Donc finalement, elle tombe à point dans cette saison, elle tombe à point cette frugalité parce que je crois qu'il faut aussi nous remettre au rendez-vous avec cette simplicité, avec des choses juste pures et simples. Donc voilà, moi je suis ravie de démarrer l'été avec elle. Et toi, Thierry, quel est ton état d'esprit en début d'été? C'est un mot magnifique, frugalité. Pourquoi? Parce que frugalité veut dire je ne consomme que le fruit, je ne m'attaque pas à l'arbre. Et lorsque vous remettez ça sur l'ensemble de la planète, cela veut donc dire nous n'utiliserons que ce qui est renouvelable et nous ne nous attaquerons pas à l'écorce terrestre. Voilà, si je dois poursuivre la comparaison. Donc, frugalité, c'est à la fois quelque chose de magnifique parce que on utilise du coup le fruit mûr, beau, juteux, coulant, savoureux. C'est magnifique. Et en même temps, on fait attention à ne pas faire de tâches et à ne pas couper l'arbre. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais ce que tu viens de nous décrire comme adjectif pour les fruits, c'est particulièrement sympathique. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre et surtout, n'hésitez pas à réagir, à nous interroger, à nous commenter. Profitez-en dans le fil de conversation. Alors, notre deuxième axe, traditionnellement, c'est de se demander quel est le sens de ce que nous vivons. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? On ne peut pas s'empêcher de se poser la question, tant ce virus semble être venu nous perturber, nous piquer, pour tenter de remettre à l'endroit ce qui devait l'être. Anne-France nous propose d'ailleurs aujourd'hui un nouveau voyage précisément sur ce sujet. Ah oui, cette fois, je vous emmène à la rencontre des peuples racines qui pratiquent depuis toujours l'art de vivre en équilibre entre eux, comme avec la nature, les fruits de la nature, de cette frugalité. Et la journaliste Frederica Vaningen a magnifiquement rassemblé ces sagesses universelles des peuples multimillénaires. Elles sont en lien avec le plus qu'humain. Elles nous offrent des clés pour changer notre façon d'être, de réagir, de rebâtir un autre regard. Dans leur mythe, il existe toujours un personnage qui crée le désordre pour mettre à l'épreuve les capacités de l'humain. Une fois l'ombre mise en lumière, elle disparaît et perd son pouvoir. Alors prenons quelques exemples. Coyote, dans la nature des Navajos. C'est un trouble-fête qui engendre le chaos pour obliger les hommes à être vigilants. Ils devront alors recréer de la beauté et de l'harmonie. Ou imprégnons-nous d'ictomie chez les Lakotas. C'est une araignée qui sème l'inattendu pour nous forcer à retrouver notre équilibre et notre propre talent. En fait, selon ce mythe, c'est dans ce talent que réside notre premier pouvoir de guérir. Il est également appelé médecine personnelle. Alors, quelle est la médecine personnelle que nous allons avoir envie, nous, de nous prescrire? Parce que cette médecine personnelle, elle est donnée à chacun. Et toute crise est donc aussi l'opportunité d'aller au plus profond de soi pour trouver son talent. Toutes ces traditions nous rappellent que traverser une maladie ou une crise grave est une voie nécessaire pour grandir. Ce sont leurs rituels de passage. Alors si ce virus était notre rituel de passage collectif, destiné à nous faire redevenir de vrais humains, capables de nourrir la vie avec frugalité. Pour préserver les équilibres, ces sociétés placent l'intention avant notre action. En fait, en Belgique, il y a un nouveau quotient qui émerge qu'on appelle le QB, le quotient belge. Et après le quotient intellectuel, après le quotient émotionnel, voici ce nouveau nom qui nous sensibilise à la proximité dans nos habitudes de consomme-acteur. Il nous invite à revisiter la beauté de nos régions et il place le sentiment d'entraide au cœur du sens à donner à nos gestes. Alors, on pourrait peut-être lancer le QP, notre quotient planétaire. Ou bien vous, que proposeriez-vous? En fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi
prendre soin d'écouter ce qui se passe avec attention pour agir avec intention. Et là, je pense que c'est notre devoir de discernement. Je lisais dans la presse un article qu'un jeune de 21 ans, un ami de mes enfants, écrivait. Et il disait, nous devons absolument faire l'effort de réfléchir non seulement à ce que nous voyons, mais aussi à ce que nous postons sur les réseaux sociaux. La réponse à un débat n'est forcément pas binaire. Et s'indigner à tout bout de champ n'est pas toujours la meilleure solution. Et se laisser impressionner par de prétendues sensations, c'est exactement faire tout le contraire de ce qu'il faut. Chaque jour, nous recevons une quantité d'informations énorme et nous devons être capables de faire le tri et de varier les différentes sources. Dans ce cas, nous pourrons utiliser à bon escient les technologies de l'information pour discuter des enjeux de demain et commencer des pistes de solutions. Alors, prenons rendez-vous chacun avec notre talent, avec notre discernement et notre sagesse pour traverser notre rituel de passage. Merci Anne-France. Alors, pour nous accompagner dans cette traversée, quels sont les besoins, peut-être les besoins nouveaux qui naissent et pourquoi avons-nous subitement justement besoin de bonnes nouvelles et de solutions? En quoi est-ce là peut-être une petite révolution, Patrick? De fait, j'évoquais un peu plus tôt des consommateurs un peu beaucoup déboussolés, mais surtout en pleine défiance. Et en fait, pour les entreprises, se pose encore avec plus d'acuité la question de la prise de parole en temps de crise, et cela à tous les niveaux, que ce soit le contenu, les supports, la tonalité. Si on a vu des marques annoncer des virages responsables, on ne peut que s'interroger sur la réelle capacité des entreprises aujourd'hui à infléchir leur modèle quand pointe la chute des carnets de commandes et les mises à pied. Et pourtant, ce temps suspendu, indécis, est à mon sens le moment idéal pour proposer d'autres chemins, d'autres possibles. Souvenons-nous, l'arrivée de CNN, la première chaîne d'information continue, c'est en 80, c'est en pleine crise économique. La naissance de la première banque à distance, ING, c'est en 90, en pleine crise économique. En fait, les crises passées nous ont démontré que c'est précisément en ces temps incertains que le citoyen, j'appelle le citoyen consommateur, est le plus ouvert à de nouvelles offres, pourvu évidemment qu'elles soient pertinentes, en phase avec nos réalités qui sont souvent dans des moments comme ça brutalement ébranlées. Mais ouvert aussi à de nouveaux propos, pourvu qu'ils soient marqués d'engagement responsable. Et si on appelait ces nouvelles attentes un besoin d'optimisme? Et en fait, la recherche sur Google est intéressante. La formule Good News a été la plus regardée, la plus recherchée au mois d'avril sur Google. C'est du jamais vu en 5 ans. Le rédacteur en chef de Guardian écrivait que jamais il n'avait vu publier autant de contenu optimiste. C'est curieux parce que ces temps anxiogènes seraient ainsi propices à favoriser des entreprises capables de se repenser en construisant une offre plus en cohérence avec une consommation positive en quête de sens. En fait, ce coronavirus nous a fait redécouvrir une notion très opportune pour permettre à ce besoin d'optimisme de prendre racine. Nous avons redécouvert, en fait, un peu par devers de nous, le temps long. Ce temps qui nous a forcés à repenser nos achats alimentaires dans un premier temps, notre rapport au voyage, à l'avion, à l'auto et aussi au travail, comme vous l'évoquiez précédemment. Donc, ne nous sous-estimons pas cette expérience et les réflexions éthiques qui en émergent. On voit ainsi des annonceurs majeurs suspendre leurs investissements publicitaires sur Facebook parce que M. Zuckerberg fait la sourde oreille aux accusations d'appel à la haine qui polluent son réseau social. On parle d'une loi qui devrait inviter, sinon interdire la pub pour les produits qui sont nocifs pour le climat, en commençant d'ailleurs par les SUV. De fait, ce temps long pourrait nous réserver bien d'autres surprises. Et une autre question que je voulais encore partager avec vous ce matin, c'est d'un petit peu comment ça se passe pour les générations de demain, dans ce temps d'avec, puisqu'on n'est pas vraiment après. On les appelait hier des milléniaux, aujourd'hui, ils sont rejoints par ce qu'on appelle des zoomers. Et leurs lendemains ne sont pas très, très enchantés. En effet, à l'inverse des boomers qui avaient bénéficié de 30 années d'embellie, tant au point de vue économique que santé,
Ces jeunes générations, elles voient les temps qui viennent bien chargés de nuages, qu'on pourrait d'ailleurs identifier comme une crise triple, sociale, économique et sanitaire. Avec un défi majeur pour eux, évidemment, se recentrer sur des besoins essentiels, bien loin des consommations secondaires, sinon superficielles. Le tout, évidemment, en questionnant au passage des notions de redistribution, les inégalités et la fiscalité. En fait, cette jeune génération, ces Zoomers, sont là exposés, et en tout cas peut-être capables de faire exploser une crise beaucoup plus profonde, une crise politique que nos élites, manifestement, n'avaient pas vu poindre derrière ce satané virus. Donc là, il y a une grosse interrogation aussi. Merci beaucoup, Patrick. Alors, face à ces questions profondes, évidemment, il y a un homme qui croit très fort au pouvoir des solutions les plus simples, celles qui viennent de la base, celles que l'on appelle système D, comme définitivement la meilleure option. Cet homme, c'est Thierry, et il nous explique tout maintenant. Il faut repartir au cœur même de la pandémie. Que s'est-il passé aux moments les plus critiques de cette pandémie? Notre système hospitalier n'avait pas assez de lits, pas assez de masques, pas assez de respirateurs. Et chaque jour, les malades se faisaient plus nombreux. Les chambres étaient toutes occupées, les salles de réanimation étaient complètes. Comment allait-on faire pour les jours suivants? C'était la question. Alors, pensez-vous que les infirmières ou les infirmiers, les médecins, les chirurgiens se sont retournés vers les dirigeants financiers ou vers les administratifs? Pas du tout. Ils ont discuté entre eux, ils ont imaginé, ils ont inventé. C'est tout ce qu'ils voulaient. La meilleure solution pour les patients. Une solution qui tient le coup, qui sauve des vies. Pas des plans, pas des projections de papier, pas des camemberts, pas des PowerPoint. Non, des réponses concrètes à des questions concrètes. Le lit suivant, on va le chercher où? Eh bien, tous sont sortis de cette pandémie épuisés, ils l'ont dit, et ils ont ajouté, tous étaient heureux, parce qu'ils avaient la certitude d'avoir retrouvé le sens de leur métier. Sauver des vies, soulager des douleurs, soulager la peine, ils étaient là où on les attendait et ils les ont tenus. Eh bien, aujourd'hui, la même question se pose pour les entreprises et pratiquement se pose pour tout le monde. J'aimerais simplement qu'elle se pose aussi dans les administrations et dans les services publics. Quel est le sens ultime de ce que nous faisons? Et pour le trouver, les solutions ne doivent pas nécessairement venir d'en haut ou bien d'à côté, mais simplement de nous. C'est ça qui est le plus important. Ce que j'aimerais simplement, c'est le retour massif de la petite expression de rien du tout. On a trouvé un système D. Le système D, c'est jamais une invention de prix Nobel. C'est juste un petit truc, comme on dit. C'est sans prétention. C'est un machin goupillé qu'on invente avec le génie de l'instant quand on est en galère. Et si on faisait comme ça marcherait, non? Eh bien, ces petites inventions faites au coin de la rue, ça vous fait gagner du temps, ça vous sauve des emplois, ça vous fait économiser de la fatigue, de la matière, de l'énergie, et ça marche. Ces bricoles qui fonctionnent, qui sont mises au point par des professionnels, vous voulez que je vous les traduise autrement? Ce sont des gestions de crise. Une galère, c'est une crise quotidienne. Le système D, c'est sa solution. Eh bien, nous avons tout ça en nous. Quand la difficulté est là, on cherche, on s'interroge, seul ou à plusieurs, on invente, on bricole, comme on dit. On ne va pas nécessairement chercher le mode d'emploi dans le passé et surtout, on ne toque pas à la porte du directeur financier ou bien du directeur administratif. Non, on planche et on trouve. C'est étonnant, mais on trouve toujours. Et c'est dans ces moments-là où on retrouve le sens profond de son action. Parce que c'est la difficulté qui vous interroge. Dis donc, pourquoi tu t'obstines dans cette galère? Arrête, pose tout ça, ça n'a pas de sens. Si on vous interroge à ce moment-là, eh bien vous me donnerez le sens profond de votre action. C'est pour l'autre que vous faites ça. Et l'autre, c'est le client, c'est votre enfant, c'est votre conjoint, c'est votre voisin, que sais-je. Toujours l'autre, c'est votre semblable. Et c'est pour lui que vous faites ça. Ou bien alors, c'est pour vous. Mais vous, c'est aussi l'autre semblable. Merci beaucoup Thierry. On pourrait presque mixer vos discours à Anne-France et ton point de vue à toi Thierry en inventant un quotient D, un quotient débrouillardise. Je ne vois pas de questions ou de commentaires, mais vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre et on est ravis de ça, donc bienvenue. Peut-être Thierry, je vois que tu as envie d'ajouter quelque chose. Tout simplement ici, moi ce que j'entends dans ce que dit Patrick, dans ce que dit Anne-France, à chaque fois,
on revient vraiment vers une personne, vers la personne, et la personne dans sa relation avec les autres. Souvent, Patrick évoque simplement le consommateur, mais le consommateur, c'est celui qui est en lien avec l'entreprise, et l'entreprise elle-même avec la société, et elle-même avec la planète. Et bref, ce sont des circuits courts. Le plus court des circuits courts, c'est nous-mêmes. Ça, c'est chouette. Patrick, ça t'évoque quoi, cette histoire de quotient D ou de système D ou de quotient Mais, belge ou planétaire? oui, ce que je ressens, ce que je comprends aussi, c'est que de fait, pour le moment, il y a la grille d'évaluation de notre société est un petit peu bousculée. Oui. Et à ce moment-là, en effet, on retombe sur des solutions un peu plus personnelles. Et je veux dire, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les études que j'ai lues sur les comportements du confinement, un des grands comportements qui était en explosion, c'était le bricolage à la maison. Donc les gens retrouvent des trucs, ils se disent, tiens, ben là, je pourrais peut-être réparer ça, je pourrais aller chercher des pièces pour remettre ça en action, etc., etc. Donc cette notion de... En fait, ce geste manuel du bricolage, c'est se réapproprier le quotidien. Et je pense que ça se fait aussi dans l'entreprise, qui est un petit peu déboussolée, il y a un moment donné, et l'image qui est dans le background de Thierry pour le moment, ça montre quoi? Ça montre un objet, une sorte de clé qui a été imaginée par une entreprise française qui est dans la mécanique de haute précision. Et ils se sont rendus compte que bon, les ouvriers, les manutentionnaires ne pouvaient plus employer les mains au risque d'être contaminés. Et ils ont créé en l'espace de 15 jours une sorte d'objet, une sorte de clé qui permet de manipuler des boutons, des ceci, des cela, des poignées. Oui. Ben, cette entreprise n'était pas du tout destinés à fabriquer ce genre de produits, parce que ça, c'est un produit de grande consommation, alors qu'ils sont dans un domaine extrêmement pointu de haute technologie, de pièces métalliques. Ben voilà, c'est un exemple d'entreprise qui, à un moment donné, se retourne sur elle-même et dit, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde, hein, pas que pour mon petit milieu à moi. Et voilà, en 15 jours, il crée un objet, il le met sur Internet et c'est vendu au niveau international. Donc, en effet, ce système D peut aussi générer de nouvelles idées, de nouveaux types de produits, de nouveaux comportements. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive. Non, non, je vois un doigt qui se lève. Oui. Pour compléter simplement, c'est très intéressant ce que vient de dire Patrick. Pour compléter simplement ou donner une piste, ce qui est intéressant, c'est on sort quand même juste avant le confinement d'un monde hyper numérisé, etc. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et puis arrive le moment où on est chez soi, on est toujours numérisé parce qu'on est en contact avec les autres via les plateformes comme celle-ci d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, nous dit Patrick, mais c'est étonnant, le fait à la maison revient beaucoup, et notamment dans le bricolage. Qu'est-ce qui change dans le bricolage? C'est pas seulement que vous prenez la responsabilité de ce que vous êtes en train de faire, vous ne la déléguez pas. C'est aussi que ce qui marque le temps du bricolage, c'est la chose, la matière. Ce n'est plus le virtuel. La colle, elle prendra 30 minutes pour coller. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, le système de pensée que vous avez, la façon dont vous avez à être avec le temps, change. C'est le temps de la matière, c'est le temps des hommes, et ce n'est plus le temps du virtuel hyperactif où vous répondez immédiatement aux sollicitations qui vous sont données. Ici, la sollicitation, c'est le mode d'emploi. Et si vous voulez que les choses soient bien faites, on va prendre ce temps. Ce fameux temps qui nous a beaucoup questionné sur les premiers épisodes d'ailleurs d'un Virus et des hommes. Oui, Anne-France. Oui, et alors revenons à ce mot bricolage. Je pense aussi que quand Thierry évoque le circuit court avec nous-mêmes, je pense que finalement, ce temps de confinement nous fait prendre conscience qu'on va arrêter de se bricoler. On entre dans un temps d'intériorité. Et ça, c'est un long voyage. C'est un circuit court avec nous-mêmes et qui va partir vraiment un voyage passionnant, un voyage non pas bricolé, mais un voyage authentique. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir régulièrement prendre rendez-vous avec nous, prendre rendez-vous avec soi. Circuit court mais profond et intense. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose qu'on continue puisque nous sommes arrivés au moment de questionner demain, de faire ce fameux pas en avant, d'essayer de voir un peu plus loin, encore plus loin, sans sombrer dans les prospectives angoissantes qu'on entend, qu'on perçoit, les perspectives terribles concernant l'emploi, qu'on lit et qu'on perçoit également.
On voit quoi, Patrick, selon toi, dans le futur le plus proche? Alors, en fait, à la sortie du confinement, on se posait bien des questions sur la reprise de l'économie, son rythme, ses priorités, mais aussi les risques de rupture. Mhm. Je ne reviendrai pas sur les licenciements annoncés dans l'automobile, le transport aérien ou la restauration et le tourisme. Certaines prédictions, d'ailleurs, sont des plus inquiétantes. On parle de reprise des ventes de voitures neuves, rien avant 2024. Production aéronautique, rien avant 2025. Mais ce qui m'amène à partager avec vous un glissement majeur de notre société de consommation, qui est en fait, ce glissement est un peu contraint par cette triple crise. Ne passerions-nous pas du légendaire pouvoir d'achat au vouloir d'achat? Cette vision elle n'est pas neuve, hein, on l'a mentionné déjà à l'époque du premier choc pétrolier dans les années 70, mais l'ampleur de la Covid-19 et les crises qui l'accompagnent sont, à mon avis, le ferment parfait pour cette mutation majeure. Vouloir d'achat, ça va impliquer en fait pour les entreprises de repenser leur réelle valeur d'appel, leur juste attractivité face à un client à la santé menacée, aux ressources fragilisées et aux valeurs questionnées. Toute cette folie de société de surconsommation entretenue pendant plus de 50 ans par une certaine inconscience se retrouve brutalement aujourd'hui remise en cause. Pas de doute, la consommation ne va pas disparaître, hein. Mais ce qui est bien possible, c'est qu'elle prenne une nouvelle dynamique, possiblement plus intelligente, plus réfléchie, sinon plus critique. Et ce ne sont pas les scènes de revenge spending qu'on a vues cette dernière semaine qui devraient nous empêcher de réfléchir à cette bascule. Vouloir d'achat, c'est peut-être la prochaine étape après le pouvoir d'achat. Mais on s'en reparle, bien sûr. Évidemment. Le vouloir d'achat. Oui, j'ai le micro, j'ai eu un petit doute. Le vouloir d'achat comme perspective réaliste. Alors Thierry, toi, tu vois quoi dans ton télescope moyen, court terme? Plutôt de la mesure, de la raison ou un brin de rébellion? J'aimerais commencer par une démesure. L'un de mes héros, c'est Tocqueville, et je trouve que souvent il voyait juste. Et pour lui, l'État génère des administrations, j'adore l'expression, des administrations excellentes à empêcher. Alors évidemment, l'expression fait mouche, et la reprendre, ce serait généraliser, mais j'aime cette route de l'excès, prenons-la, généralisons. Ce ne sont pas les personnes qu'on stigmatise, c'est le système que l'on va dénoncer. Que voulez-vous que fasse une administration? Elle administre, ça veut dire qu'elle va appliquer des règlements, elle va appliquer des procédures, elle va appliquer des systèmes de validation et de preuve. C'est tout ce qu'elle a fait pendant la pandémie, hein. Elle n'a rien fait d'autre. Qu'admirons-nous dans ces édifices énormes? Rien, même pas la grandeur. Ce que l'on admire parfois, ce que l'on remercie, c'est quand une personne de l'administration vous écoute comme une personne, quand elle vous comprend, et quand seule, dans le dédale des interdits, elle prend le chemin qui vous convient. On n'est pas en dehors de la ligne jaune, on est simplement dans le sur-mesure de l'administré. On est dans le luxe du service public. Ce sont des moments exceptionnels où l'on se confond en remerciements, on se confond en reconnaissance. Vu de loin, il y en a tellement peu. Eh bien, dans les entreprises également, c'est la même chose. Beaucoup, par exemple, aujourd'hui, c'était le cas avant, mais de plus en plus depuis le confinement, permettent des achats en ligne. Rien n'est plus facile que d'acheter. C'est après que les problèmes commencent. Quand la machine se grippe, quand il n'y a plus personne pour discuter avec vous. Je dis bien discuter, prendre un café, écouter, trouver une solution. Personne ne veut à ce moment-là un robot. On veut une personne, un cœur, des tripes, de quoi raisonner, sentir et ressentir. Et pas remplir cette question hallucinante, vous l'avez vu, vous aussi je le suppose, mais cette question hallucinante qui vous est posée à ce moment-là par un logiciel, êtes-vous un robot? Cochez les cases où il y a un chien. Je blague pas, hein, vous l'avez vu vous aussi. Et non, toutes les cases, vous dit le robot. Là où il y a une voiture, ah, vous vous êtes trompé, on va recommencer. En réalité, le robot, il apprend aux humains à devenir un robot. On parle à ce moment-là, petit à petit, le langage du robot. Eh bien, voilà le lendemain que je ne veux pas et l'aujourd'hui que je déteste, et pourtant, pour une part, il est déjà là. J'ai envie, dans ces tristes moments, de planter les technologies, de casser tous les objets connectés, de tuer les algorithmes et les logiciels, et de partir siffloter sur des chemins de gravillon, en dégustant des framboises sauvages gorgées de soleil et de lumière.
La Terre est trop grande pour vivre sans les hommes. C'est avec eux que je veux vivre. Les robots, je les veux à ma botte. Ou alors pas du tout. Merci beaucoup Thierry. Alors bien sûr, pas des robots, mais des ordinateurs. Oui, on va certainement devoir les utiliser comme outil d'une nouvelle façon d'envisager, notamment la vie professionnelle. Et comment envisager cette relation au travail avec le recul qui nous a tous été imposé, qui a peut-être changé la donne. Anne-France, est-ce que c'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec moins de contraintes finalement? Oui, Cécile, c'est sûrement l'opportunité de repenser la relation au travail. J'ai eu la chance ces derniers jours de participer à de nombreuses retrouvailles de déconfinement dans les entreprises, dans les bureaux. Elles sont bien sûr insolites puisqu'on est en mode hybride. Certains sont assis dans une grande salle à côté de moi avec les mesures de distanciation et d'autres sont à l'écran. Alors j'ai mis mes oreilles au premier plan et voilà ce que j'ai entendu. De la part, par exemple, de Louis, qui m'a témoigné: waouh, je vis un changement dans ma manière de travailler le début de journée. C'est avec mes enfants, je fais une micro-sieste, je fais du sport. Alors, me dit-il, un point de réflexion a surgi. On est toujours au travail quand on est à la maison. Donc, il va falloir baliser nos limites. Ça, c'est un premier point qui va nous redéfinir, en tout cas, cette relation. Aurélie me disait, notre organisation est dans une culture hyper hiérarchique. En fait, le confinement a obligé les contrôlants à devoir faire confiance. En fait, c'est un bond en avant pour tendre demain vers de la responsabilisation, pour qu'on soit tous des acteurs désinfantilisés. Ou bien un autre témoignage de Laurence qui me disait: j'économise 3 heures de route, mais j'ai besoin de retrouver mes collègues pour confronter nos idées. Et en fait, elle prend conscience qu'il faut rééquilibrer, bien rééquilibrer le distanciel et le présentiel. En fait, la relation au travail devient le sujet des dirigeants et bien sûr de chacun de nous les experts, puisque je vous ai invité tout à l'heure pendant ces 2 mois à être votre propre expert. Et comme le disait Thierry, nous sommes tous des experts de système D. Donc, on va mettre en œuvre notre quotient D. On va plus se laisser définir, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un vrai changement psychologique qui s'installe. Je parlais de repos. Eh bien, je nous y invite pour passer du combat, de la lutte à une autre hiérarchie des besoins dans notre relation au travail. Et je suis aussi dans le regard de Thierry quand il dit que le lien reste notre propre et vraiment reste notre ADN. On l'a dit aussi avec Patrick dans notre manière nouvelle de consommer. On a besoin de ce lien. Alors, vivons-le à bon escient, dans la créativité, dans des moments informels. Parce que c'est ceux-là qui manquent pendant le confinement et qui ont vraiment manqué dans ce que j'entendais, c'est ces moments informels de la machine à café. Alors, on va quitter le jugement du collaborateur de qualité parce qu'il y a eu toute une époque aussi où on disait: oh, celui-là, c'est un crack parce qu'il a fait 16 heures, parce qu'il a fait des heures. En fait, demain, il y a de nouveaux règlements de travail qui sont en train de mûrir pour demain. Et en lisant dans la presse, j'ai vu une enquête auprès de 300 CEO qui révèle que 68% pour gagner en agilité veulent tendre vers une structure décisionnaire plus plane en investissant dans des équipes autonomes. Et de nouveau, ce n'est pas nouveau, on n'a pas attendu ce virus, mais il va être un accélérateur pour en fait repenser nos organisations. Avec le vécu des derniers mois, on va vraiment passer à un nouveau management, je pense, pour passer d'un management qui était peut-être un management contrôleur vers un management d'inspirateur. On va écarter les inutiles, les faux semblants, les réunions interminables et nous allons être amenés de plus en plus à accueillir la confiance, les initiatives, les complémentarités, le partage. Alors, question à vous poser, quel tournant avez-vous envie de choisir après l'expérience des derniers mois? Est-ce que vous avez envie de mettre en vacances? Qu'avez-vous envie peut-être de mettre sur pause, de mettre au repos dans votre mode de fonctionnement? Sous stress, on régresse. Alors, reprenons nos esprits
avec notre âme et avec une de mes grandes amies, notre intuition. C'est le troisième œil. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à notre intuition que nous pouvons vraiment faire confiance. Avec l'intuition, nous inventons, alors qu'avec la logique, nous démontrons. Grâce à Rimbaud, accordons-nous une pause et des silences. Éteignez tout et le monde s'allume. Je trouve cette phrase magnifique. Ou avec Picasso, qui nous dit « Je ne cherche pas, je trouve ». Cet été, soyons plus surfeurs entrepreneurs que lutteurs contrôleurs pour surfer sur la bonne vague. Et comme nous le disions tout à l'heure, il y a en nous tout ce qu'il faut pour que tout marche bien si on prend le temps de souffler. Tout simplement. À vous écouter et à t'écouter, Anne-France, en fait, on se dit, OK, éteignons tout, c'est maintenant. On va pouvoir profiter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons beaucoup d'inspiration sur les robots, mais en tout cas, Patrick posait la question. Peut-être, Patrick, avais-tu envie de réagir sur ce que disait notamment Thierry par rapport à ce refus d'un monde robotisé où on nous demande de trouver sur la photo la voiture ou la maison. De fait, je crois que Thierry levait, je sais qu'il le faisait avec beaucoup d'intensité personnelle, mais je pense qu'il levait une question qui est partagée par certaines entreprises aujourd'hui. Je prends comme exemple les responsables chez Orange Pro, donc c'est le service de Orange pour les entreprises ici en France, et un des responsables évoquait le fait de revoir complètement l'interface avec les clients en supprimant ces options. Vous savez, vous appelez, puis faites le 1, puis faites le 4, puis faites le 3, puis 15 minutes plus tard, on vous dit que le service est surchargé. Bon, ben ça, c'est le genre de choses, c'est le genre d'irritant qu'on connaissait, mais que la crise est occupée à quelque part à remettre en avant d'une autre manière. Les gens se disent, ah non, moi je veux des relations humaines, je veux des relations plus proches, je veux de l'interface humaine. Et donc, l'histoire du robot, il ne va pas disparaître. Je crois que de toute façon, on est, comme on dit au Québec, on est pogné avec eux, mais je veux dire, on peut peut-être les mettre à leur bon endroit et, comme le disait Thierry, les mettre à sa botte. Donc, je pense que pour les entreprises, ils devraient réfléchir à 2 fois avant de continuer à robotiser les relations, parce que je pense qu'ils vont se prendre des claques. Le consommateur n'est pas prêt à continuer à se faire traiter par un robot. Mmh. Merci. Alors, on a des réactions notamment de Catherine qui nous dit « Bonjour Patrick, si c'est pour nous faciliter à la vie, à la maison et au travail et s'occuper des tâches répétitives, pourquoi pas ?» Mais attention à la déshumanisation, comme le répondeur automatique où je ne suis pas un robot absurde en effet, syndrome du film Chi. François nous dit « Le futur, les derniers travaux de Jean-Marc Jancovici et du Shift Project sont vraiment interpellants. Le PIB est corrélé au pétrole et la baisse d'énergie semble sévère. La frugalité, savourer les fruits, Thierry, sans toucher aux arbres, sera volontaire et choisie pour les adhérents APM ou imposée et plus douloureuse pour les autres. Surfons, surfons. En voilà une bonne idée. Merci beaucoup pour ces partages. Et on a le lien vers le Shift Project, donc pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Merci à tous. Le temps tourne en fait, finalement. Hein, si on veut se tenir à notre heure, je vous propose qu'on aborde cette dernière partie qui est désormais une tradition, une carte blanche qui nous permet d'entendre un partage d'émotions, de lecture de nos 3 experts et on va les écouter maintenant, à moins que… Non, j'entendais Patrick peut-être qui souhaitait… Non, on continue. Et ben, c'est à Patrick en fait que je vais proposer d'ouvrir cette dernière petite réflexion collective. J'entendais Anne-France parler de prendre un peu un recul et d'évoquer Rimbaud. Mais moi, je vais vous évoquer une lecture que je viens de terminer, qui est un livre de Peter Brook. Certains le connaissent peut-être, c'est un immense dramaturge. Et il a écrit un livre qui s'appelle « À l'écoute », qui a été traduit par Jean-Claude Carrière tout récemment. Et là, je vous lis un extrait de ce livre qui, à mon avis, peut être assez inspirant. Dans un temple japonais, la cour est souvent un jardin de pierre, parfois même célèbre. Seul un grand maître zen pouvait créer un espace vide où, sur un sable finement passé au râteau et tamisé chaque matin à l'aurore, ne se voient que 3 petites pierres. La perfection de l'art est ici dans le placement de ces pierres. Dans ce jardin zen, il suffirait de déplacer
une de ces trois pierres d'une fraction de millimètre, et la musique vivante, une musique sans son, serait aussitôt perdue. Par chance, au Japon, personne n'oserait. Avant d'entrer, d'ailleurs, se trouve un large panneau indiquant «Gardez le silence». Ici, nous sommes invités tous ensemble à préserver quelque chose de très précieux, le pur silence. Un peu plus loin dans son bouquin, Peter Brook évoque un ami, William Segal, qui, au crépuscule de sa vie, avait invité ses plus proches à déguster un grand verre de grand vin. Et désireux de maintenir son aimable rituel de toast, il murmura, afin qu'aucun de nous ne se sentît abandonné: «Je bois le silence». Mais en fait, pour cet été, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Prenons le temps de goûter et de boire le silence, une grande richesse. Merci beaucoup, Patrick. Comme le disait tout à l'heure Anne-France, soufflons, écoutons le silence à l'extérieur et aussi en nous. Anne-France, merci pour ce voyage au Japon, Patrick. Et je crois que tu nous emmènes ailleurs, dans une autre contrée. Je vous emmène en Bulgarie avec le philosophe Mikhail Ivanov, qui m'inspire pour clôturer ce 6e épisode, là où le déconfinement nous ouvre à nouveau quelques portes de liberté. Il nous dit ceci: nous devons travailler afin de rendre notre vie plus intense, car c'est cette vie qui produira des phénomènes de la plus haute magie sur les cœurs, sur les âmes, sur les intelligences, sur les entités et les forces de la nature, et même sur les objets physiques. Oui, le moment vient où le monde entier doit comprendre qu'il est stupide de sacrifier toute une éternité de splendeur pour une existence de rien du tout. On aura passé à manger, boire, dormir et se débrouiller un peu. Les initiés, eux, agissent autrement. Ils ont l'équilibre, la paix, la joie, la santé, parce qu'ils ont travaillé à purifier leur vie, à la rendre belle et puissante. Ils ont compris que la véritable magie se trouve dans la vie et nulle part ailleurs. Oui, pouvoir insuffler la vie, il n'y a pas de plus haute magie. Aimer les êtres, les animer, les stimuler, les exalter, les ressusciter, c'est cela la vraie magie, la vraie vie. Alors, cet été, prenons soin de nos vies, bien sûr, mais prenons soin aussi de rendre nos vies extrêmement vivantes. De la vie, de la magie, et c'est avec l'étincelle du regard de Thierry que l'on termine et que l'on clôture. Thierry. Je reprends d'abord l'expression très jolie d'ailleurs dite par Patrick, boire du silence. Dans ce cas-là, je veux bien, mais ce sera du Pétrus 72, s'il vous plaît. Voilà, ceci étant dit. Alors, vous partez en vacances ou bien vous y êtes déjà, donc vous allez goûter d'autres couleurs, d'autres saveurs, d'autres odeurs, vous allez goûter d'autres langueurs. Eh bien, je vous souhaite toutes les langueurs du monde. Une langueur, c'est un temps infini qui provoque de l'ennui. C'est ce que je vous souhaite. Pourquoi? Voici l'explication de Jean d'Ormesson. L'ennui, écrit-il, est la marque est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Voyager n'est pas mal. Le succès, c'est bien. Être heureux, qui ne le souhaite? S'ennuyer, c'est bien mieux. C'est quand vous êtes perdu que vous commencez à être sauvé. La vie la plus banale: mettre du feu dans la cheminée, se promener dans les bois, ronger son frein et son cœur parce qu'on est bon à rien, maudire le monde autour de soi, s'abandonner au songe, ou mieux encore, ne rien faire du tout, ou en tous les cas le moins possible, avant bien sûr de se jeter dans le travail, à corps perdu, peut mener autrement loin. Eh bien, je vous souhaite tous les ennuis de la terre. Magnifique. Ennuyons-nous, buvons du silence et profitons de ce temps de parenthèse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous qui nous avez suivis. Évidemment, vous l'avez compris, ce 6e épisode, eh bien, c'est un nouveau rendez-vous que vous pouvez retrouver sur YouTube. Tous les épisodes sont désormais en ligne. Vous pouvez les retrouver en tapant tout simplement Un virus et des hommes. Et ainsi, vous pouvez suivre le fil de cette histoire que nous co-analysons depuis le mois de mars maintenant. L'été arrive et nous allons nous aussi nous offrir une parenthèse. La prochaine fois que nous nous retrouverons, on sera vraiment ensemble
tous les quatre physiquement, puisque nous vous donnons rendez-vous depuis les locaux de la maison de l'APM le 3 septembre. Voilà, pour le prochain rendez-vous, ce sera le 7e épisode d'Un virus et des hommes, enregistré en live depuis les locaux de la maison de l'APM à Paris. On sera vraiment ravis d'être avec vous et voilà, l'aventure se poursuit. En attendant, profitez. Très bel été à toutes et à tous. Merci Anne-France, merci Thierry, merci Patrick pour ces échanges toujours savoureux. Et merci à vous toutes et tous. Bonne journée et à bientôt. Bonne semaine. Au revoir.